Donc, ça me fait vraiment plaisir, d'être ici aujourd'hui. Merci à l'organisation, de l'Observatoire pour, ce colloque, pour l'invitation également. C'est un plaisir d'être là. Hem, excusez, je ne vais pas, faire sonner ça dans les oreilles. Donc, aujourd'hui, en fait, ça me fait plaisir de discuter avec vous parce que oui, c'est une présentation, mais je pense que c'est un moment d'échange puis de discussion qu'on doit avoir aussi pour, ensemble qu'on regarde, ben, comment on peut, dealer, excusez le terme anglophone, mais avec cette dualité entre, ce qu'on doit développer comme littératie numérique chez nos enfants, sans compromettre leur développement global. Donc c'est tout un défi qu'on a, c'est un peu ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est quoi la littératie numérique? Comment les écrans peuvent avoir un impact sur le développement? Puis, quelles sont les solutions qu'on peut, à petite échelle, à moyenne échelle ou à grande échelle, mettre en place pour tenter de viser un équilibre entre ces facteurs? Donc, tout comme Félix, je suis, kinésiologue aussi. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'aspect de l'activité physique. Puis, je souhaite avant d'aller dans le cœur de ma présentation, puis discuter avec vous des écrans, faire un petit pas de recul, puis discuter davantage de qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser aux écrans, puis de vous en parler aujourd'hui. Donc, le recul que je fais, c'est, en lien avec mes études au doctorat, où est-ce que j'ai eu la chance, entre autres, là, d'être dirigée par Tommy Chevrette, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Hem, mais qu'ensemble, on s'est intéressé à c'est quoi les effets de l'activité physique sur le développement global de l'enfant. Je m'intéresse aussi avec ou sans TDAH, on n'ira pas là jusque-là aujourd'hui, mais je pense que c'est important de faire un rappel de comment l'activité physique influence le développement global de l'enfant à la base, hem, puisque c'est dans les premières années de la vie, par le mouvement, par l'activité physique, que l'enfant va se développer de façon harmonieuse. Donc avant de parler d'écran, puis avant de parler des conséquences de la sédentarité, regardons les effets positifs de l'activité physique rapidement. Donc, au niveau du domaine physique et moteur, les enfants qui sont plus actifs, on a des corrélations, une association positive avec l'amélioration de leur motricité globale, de leur motricité fine, de leur santé physique. Au niveau cognitif, donc sur le plan cognitif, on a un développement parallèle entre le plan moteur, le cognitif. Puis quand on a plus d'activité physique, ce qu'on remarque, ce qu'on observe dans les études, c'est que ça favorise le développement des structures cérébrales. Ça favorise aussi le fonctionnement cognitif, entre autres le fonctionnement au niveau des fonctions exécutives, donc la capacité à inhiber, la mémoire de travail, la flexibilité mentale, qui sous-tendent en fait la capacité à être attentif, à planifier ce qu'on a de besoin pour pouvoir apprendre, entre autres. Donc, le fait de pratiquer de l'activité physique fait en sorte on développe nos jeunes davantage au niveau cognitif. Des effets positifs aussi sur les compétences sociales. Donc, les jeunes qui vont faire plus d'activité physique ont généralement des meilleures habiletés sur le point de vue social avec les autres. Au niveau du développement de l'empathie aussi, on a des effets positifs au niveau affectif, donc que ce soit sur l'estime de soi, notamment, et même au niveau langagier. Donc, le fait de pratiquer de l'activité physique va aider à stimuler pour développer le langage non verbal, le langage verbal également. Et donc, il y a différents mécanismes là, sous-jacents. Ce n'est pas le but de la présentation, mais je veux qu'on ait tous en tête ensemble qu'à la base, un enfant, c'est fait pour bouger. Puis l'activité physique, je fais souvent l'analogie, c'est un peu comme l'eau pour une plante qui est en croissance. Donc, c'est par l'activité physique qui se nourrit, qui se fortifie, puis qui façonne les différentes dimensions qui font de l'être humain, qui font l'enfant. Malheureusement, c'est moins de 20 des enfants qui atteignent les recommandations d'activité physique. Donc, recommandations qui sont de bouger environ 60 minutes d'intensité modérée à élevée sur une base quotidienne. Donc, face à ces constats-là, qui sont tous les bienfaits de l'activité physique, ce que les enfants font réellement comme activité physique, on s'est posé comme question, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut tenter de trouver une solution parmi plein d'autres solutions? Puis c'est entre autres en collaboration avec les gens du Centre des services scolaires du Lac-Saint-Jean, dont plusieurs sont ici aujourd'hui. Jérôme, entre autres, que je vois qu'on a collaboré beaucoup sur ce projet-là, en collaboration aussi avec le Consortium québécois de développement des pratiques psychomotrices. On a développé en fait un jeu d'apprentissage physiquement actif qui vise à faire bouger davantage les jeunes
en classe, à l'école. Donc, l'OMS, dans ses recommandations pour faire bouger davantage les élèves, cible beaucoup l'école comme un milieu pour rejoindre un grand nombre d'enfants. Donc, l'école, c'est une place qui est propice. On s'est dit, bon, comment faire pour augmenter le niveau d'activité physique chez les jeunes dans les écoles sans nécessairement ajouter un fardeau aux enseignants? Donc, on a co-construit la solution avec eux. L'objectif, c'était d'augmenter les minutes d'activité physique dans la classe sans compromettre le temps d'enseignement. Donc, on a intégré à même la solution des notions de mathématiques, des notions de français, dont les jeunes vont réviser tout en bougeant au même rythme que les personnages, qui sont les avatars. Donc, co-construit avec des enseignants titulaires, avec des enseignants d'éducation physique, avec des conseillers pédagogiques, mais aussi avec les élèves eux-mêmes. Donc, à chaque fois qu'on mettait le jeu en place, les élèves nous sortaient des idées très brillantes qui souvent ont fait en sorte qu'on a fait des ajouts dans le jeu. Entre autres, on a le petit personnage de VO2 qui est là, qui est un robot dont la batterie se recharge par la pratique d'activité physique. Donc, qui était à la base imagé par des enfants à qui on a présenté, on a travaillé avec eux pour le jeu. Pourquoi je vous parle, entre autres, de ce jeu-là? Puis qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui? C'est que oui, ce qu'on vise avec ça, c'est d'augmenter les minutes d'activité physique pour aller chercher les bienfaits. Mais on utilise un écran. On projette ça sur un tableau blanc interactif. On l'a aussi dernièrement ajouté une version sur les ordinateurs des enfants pour qu'ils puissent en faire une utilisation à la maison. C'était dans les discussions avec les enseignants, de pouvoir avoir une façon, un outil pour pouvoir réviser également à la maison. Nous, on voyait ça comme un effet d'ajouter des minutes d'activité physique, pas seulement à l'école, mais chez eux aussi. Donc, on amène du temps d'écran quand même à la maison. Donc, comme équipe de recherche, comme kinésiologue, personnellement, ça a amené quand même une réflexion, puis des questions à se poser. Est-ce qu'on utilise le bon média? Est-ce que c'est en utilisant l'écran l'idéal pour faire bouger les jeunes? Est-ce que le jeu qu'on conçoit, est-ce qu'il y a un temps d'écran limité? S'il est à la maison, est-ce qu'on veut en faire un Candy Crush là, avec tout le cycle de dopamine qui fait en sorte qu'ils ont envie d'y rester? Ou non, on veut qu'ils décrochent puis qu'ils aillent bouger autrement, qu'ils aillent bouger à l'extérieur? Est-ce qu'il surcharge cognitivement le jeu qu'on développe? Est-ce qu'ils respectent les enjeux de cybersécurité? Donc, c'est toutes des questions qu'on s'est posées qui ont fait en sorte que je me suis intéressée davantage aux écrans, aux effets des écrans, aux effets négatifs, aux effets positifs aussi qu'on pourra voir pour me conforter, je pense, en termes de professionnels puis de chercheurs à dire, bien, la solution qu'on propose, est-ce que c'est une solution qui est envisageable, qui est positive au final, ou on devrait faire un pas de recul puis aller vers une autre solution. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le fruit des recherches, en fait, que j'ai fait qu'il y a dans la littérature à propos des écrans, qui nous amènera peut-être à y réfléchir un peu plus tard aux réponses à ces questions-là. Donc, ce qui nous amène au numérique. Donc, on le sait, il y a une omniprésence du numérique, donc dans nos vies à nous, mais dans la vie de nos enfants aussi. On est en constante contact, exposition avec les écrans. Puis, ça a des effets qui peuvent être positifs qu'on va aborder, dans le sens où est-ce qu'on a, entre autres, comme société, dans lesquelles il y a une importance élevée au niveau du numérique, à développer des compétences numériques chez les enfants. Mais au-delà des compétences numériques qui sont à développer, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais il faut aussi s'assurer qu'on n'est pas en train de compromettre leur développement en ayant une exposition qui est trop élevée aux écrans. C'est ce qu'on va discuter ensemble. Je fais un bref rappel des recommandations de la Société de pédiatrie sur les temps d'écran. Donc, chez les moins de 2 ans, normalement, ça devrait être aucun temps d'écran. Chez les 2 à 5 ans, on parle de maximum 1 heure, avec supervision parentale. Et on a une augmentation chez les 6 à 12 ans, autour de 12 heures maximum pour les activités de loisirs, et éventuellement aller vers des limites claires et équilibrées. Avant d'aller plus loin, à main levée, pour ceux qui sont dans l'assistance du moins, si c'est possible, qui travaille ici avec des moins de 2 ans? Est-ce qu'il y en a que c'est votre clientèle?
quelques-uns. Les 2 à 5 ans? Donc centre de la petite enfance, parfait. Les 6 à 12 ans? Donc plus dans le milieu scolaire. Puis est-ce qu'il y en a qui travaillent avec les ados? 13-17 ans. Parfait. Donc, c'est des réalités qui sont différentes, c'est des enjeux qui sont différents aussi. Puis comme Félix l'a bien mentionné tout à l'heure, oui, cette diapositive-là, ces recommandations, elles parlent de durée, de temps. Donc, c'est une des facteurs qu'on doit prendre en considération, mais comme on va le voir, Félix nous a déjà très bien introduit à ce sujet-là, c'est pas juste le temps d'écran qui importe. C'est aussi qu'est-ce qu'on en fait de ce temps d'écran-là. C'est quoi nos intentions derrière? Puis, il sert à quoi le temps d'écran? Donc ça va avoir des répercussions différentes sur les effets que ça pourra avoir. Mais étant donné qu'il y a des recommandations qui sont faites sur le temps, allons voir qu'est-ce qu'il y en est du respect de ces recommandations-là par les enfants. Donc, c'est une étude qui a été menée là, auprès de 4000 jeunes par l'Institut national de santé publique. Donc, ce que ça nous indique, c'est chez les tout-petits, en fait, il y avait en moyenne 1 an et demi, donc autour de 17 mois, les jeunes, là, lorsque les parents complétaient les questionnaires. Ce qu'on voit, c'est qu'en semaine, il y a seulement 19 qui respectent les recommandations du temps d'écran. Et on voit une augmentation là, au fur et à mesure, donc jusqu'à 8 qui passent plus de 2 heures et plus par jour. Et la fin de semaine, bien, on a une augmentation qui est un petit peu plus marquée. Donc, au total, c'est 92 des enfants de moyenne 1 an et demi qui dépassent les seuils recommandés en termes de temps d'écran. La fin de semaine, c'est 84 qui vont passer au moins 30 minutes devant un écran, donc chez nos tout-petits. On est allé voir par la suite qu'est-ce qu'il y en est chez les plus vieux. Donc, chez les 6 à 17 ans, ça aurait même pu être fragmenté parce que c'est quand même assez large là, chez nos 6-17 ans, mais quand on les met tous ensemble, en moyenne, ce qu'on remarque, c'est que quand on prend la recommandation de nos plus vieux qui serait de passer moins de 2 heures par jour. Donc, c'est 28 qui atteignent cette recommandation-là. Donc, on a quand même là, 16 qui font plus de 4 heures par jour. Et la fin de semaine, ça l'augmente. Donc, ce constat-là, ce n'est pas nouveau. Je pense que je ne vous apprends nécessairement rien dans le fait que nos jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans, et ça, indépendamment de l'âge. Donc, c'est 72 des jeunes qui vont dépasser les seuils recommandés la semaine et 94 la fin de semaine. On voit aussi une augmentation depuis la COVID, entre autres. Une augmentation dans le temps, une augmentation même plus marquée un peu, je vous dirais, depuis l'événement de la COVID. Donc, si on prend en 2019, c'était seulement 25 des jeunes qui passaient plus de 10 heures par semaine sur Internet. En 2022, ça a augmenté à 42 Donc, en l'espace de seulement 3 ans, on a quand même une augmentation assez drastique de l'utilisation qui sont faites par les jeunes sur Internet. Et on a une étude française ici qui vient segmenter en termes de catégories d'âge, donc de 1 à 6 ans, de 7 à 12 ans, de 13 à 19 ans, l'augmentation à travers, oui, les années, mais à travers les groupes d'âge aussi. Donc, plus on avance en 2011 à 2022, on voit une augmentation marquée du temps d'écran pour tous les groupes d'âge. Et bien sûr, c'est nos ados qui vont consommer ou qui vont être exposés davantage aux écrans, avec un total juste sur Internet de 17 heures, 17 heures et demie environ, près de 18 heures sur Internet par semaine. Donc, considérant tout le contenu à lequel il peut être exposé, quand même des risques qui sont importants. Mais il ne faut pas négliger non plus quand même le temps qui est assez important chez nos plus petits aussi. Et comme moi, je vais parler beaucoup plus du développement global dans ma présentation, c'est plus chez les 1 à 6 ans, les statistiques sur lesquelles majoritairement je me suis concentrée. Mais quand même, je trouvais important de faire le portrait qu'il ne faut pas négliger ce qui se passe non plus chez nos plus vieux, chez nos ados. Je pense que Félix en a bien parlé tout à l'heure.
que c'est possible qu'il n'y ait plus de piles? Excusez. OK, vas-y, vas-y. Non. Ouais. Excusez. Petit interlude. Voici avec ça, si France me le permet. Donc, le numérique est présent partout. Les enfants sont exposés aux écrans, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit même à l'extérieur, parce qu'avec le téléphone, on peut le traîner dans nos poches, on peut y avoir accès, peu importe l'endroit. Ce qui amène beaucoup des opportunités de développer des compétences numériques, mais ce qui amène aussi des défis et des enjeux de comment justement faire en sorte que l'exposition n'est pas trop grande et qu'on n'aille pas à atteindre des niveaux à lesquels on va venir avoir un impact négatif sur leur développement. Donc, la littératie numérique, je souhaite qu'on en parle parce que c'est une compétence qui est essentielle au 21e siècle, mais c'est une compétence aussi, si je prends par exemple au niveau des référentiels scolaires, c'est une compétence qui est à développer. Donc, les enseignants, les directions d'école, les directions des centres de services scolaires ont comme tâche ou comme plan de devoir développer les compétences de la littératie numérique chez les jeunes. Ils ont aussi la conscience qu'on ne doit pas trop exposer les jeunes aux écrans. Donc, c'est comment jongler avec cette dualité, puis comment arriver à trouver le juste milieu. Mais avant, c'est quoi la littératie numérique? La littératie numérique, c'est assez complexe et ça va au-delà d'être compétent à utiliser des outils technologiques ou des outils informatiques. La littératie numérique, c'est d'être capable d'utiliser les outils pour trouver de l'information en ligne, entre autres, pour utiliser cette information-là de façon adaptée. Je vais te redonner ta petite souris. Merci. C'est aussi d'être capable de communiquer efficacement à l'aide des outils numériques. Donc, communiquer avec les autres dans des cercles fermés, comme par exemple avec des amis dans un groupe, mais aussi d'être capable de communiquer dans des environnements qui sont plus ouverts, en ayant une éthique aussi par rapport à ce qu'on dit, comment qu'on le dit, et ne pas nécessairement se cacher derrière un écran pour dire des choses qu'on ne dirait pas nécessairement si on était en face à face avec la personne. C'est d'utiliser les outils pour collaborer. C'est aussi être conscient de qu'est-ce que la sécurité informatique, la cybersécurité. Donc, c'est de développer les compétences pour ne pas se mettre à risque, pour ne pas mettre à risque les organisations également. Donc, c'est de pouvoir, oui, utiliser la technologie, puis l'utiliser pour être plus créatif, mais aussi, et je pense qu'un des points les plus importants, c'est pour être en mesure de penser de manière critique, puis de comprendre le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel nous entoure. Puis je pense que la pensée critique, mais justement dans le monde où est-ce qu'on évolue aujourd'hui, où est-ce qu'il y a tellement de désinformation, que de former les jeunes à faire la part des choses sur qu'est-ce qu'ils trouvent comme information, comme données en ligne, d'être capable de faire la part des choses, mais c'est une compétence qui est essentielle à développer. Donc, ce n'est pas non plus d'être seulement dans l'ignorance, puis de dire, bien, le temps d'écran, les expositions, c'est mauvais. On va simplement cibler des cibles sur la durée. Mais donc, je pense qu'il faut arriver à développer ces compétences-là, être capable de faire la part des choses sur qu'est-ce qui est fait en ligne, notamment. Maintenant qu'on a introduit qu'est-ce que la littératie numérique, je vais aborder maintenant davantage c'est quoi les risques qui sont associés à un usage excessif des écrans sur les 5 domaines du développement global de l'enfant, qui sont issus, les données que je vais vous présenter, de la littérature, donc soit des méta-analyses, soit des études faites avec des cohortes. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'utilisation des écrans, même quand elle est en arrière-plan, donc qu'est-ce qu'on veut dire par arrière-plan? C'est que, par exemple, le téléviseur est allumé sur l'heure des repas. On n'est pas en train nécessairement de regarder la télévision, mais c'est allumé, c'est là, c'est présent, mais ça va avoir un impact au niveau cognitif. Donc,
chez les plus petits, donc en bas de 5 ans, et plus l'enfant est jeune, plus l'importance semble être marquée. Donc, plus on a un temps d'écran qui est excessif, donc plus la durée est longue, plus on va avoir des effets marqués sur leur fonctionnement cognitif. Donc, ça va nuire à leur fonctionnement cognitif, nuire à leur fonctionnement exécutif. On a moins de données, cependant, sur l'effet sur la structure même du cerveau. Donc, ce n'est pas nécessairement sur la structure qu'on a les effets, mais c'est sur leur fonctionnement. Donc, être capable, entre autres, de mémoriser, être en mesure d'inhiber ses comportements, notamment. Donc, ça, on voit des effets chez les plus petits avec une exposition qui est plus grande. On a également des données sur les plus vieux un petit peu, ceux à l'école, d'âge scolaire, sur le multitâche numérique. Donc, le fait d'utiliser un ordinateur, par exemple, en classe, on le voit, là, j'enseigne à l'université, puis quand les étudiants ils ont leur ordinateur, mais c'est pas vrai qu'ils sont juste sur l'ordinateur pour écrire les notes que le prof leur dit à l'avant. Facebook est ouvert, une autre affaire est ouverte, puis on se promène d'une application à une autre, à regarder une petite vidéo en arrière-plan, etc. Donc, ce qu'on appelle le multitâche numérique. Le cerveau de l'humain, depuis son évolution, c'est pas vrai qu'on peut faire du multitâche. On passe d'une tâche à une autre. Et quand on jongle comme ça d'une tâche à une autre, on vient aussi saturer notre capacité d'attention. Donc, en saturant la capacité d'attention, ça nuit aux apprentissages possibles. Donc, le fait d'avoir un outil numérique et de l'utiliser de façon multiple fait en sorte que ça perturbe l'apprentissage. Félix en a parlé aussi par rapport au sommeil, de l'utilisation du cellulaire, même quand il est éteint. Il y a des études, même chose en classe. Le cellulaire, même s'il est éteint puis est en classe, ça vient altérer le processus de la mémoire. Donc, sans nécessairement l'utiliser, le fait de l'avoir, il y a des impacts qui ont été mesurés. Et l'autre point, c'est aussi d'être conscient, ou du moins de réfléchir aux aspects positifs versus aux aspects négatifs quand on pense à substituer le fameux bon vieux papier et crayon pour un outil numérique, parce que ça peut avoir des effets aussi. Il y a certaines études qui montrent que lorsqu'un jeune va lire un texte sur un écran, la compréhension de lecture peut être affectée ou peut être plus difficile que si c'est sur papier. Pour ce qui est du crayon, mais le fait d'écrire les notes plutôt que de les taper va créer des ancrages différents au niveau des apprentissages dans le cerveau, sans parler notamment en plus de tout ce qui est le développement moteur, du fait de manipuler le crayon au niveau de la calligraphie, du tonus et des impacts que ça va avoir au niveau du développement moteur. Donc, c'est d'en être conscient. Et justement, du point de vue physique et moteur, dans les études, tantôt Félix parlait de cause à effet, mais est-ce que c'est vraiment l'écran qui cause les dommages ou qui fait en sorte qu'on voit plus de vulnérabilité quand il y a plus de temps d'écran, ou c'est davantage du fait que quand on est sur un écran, on est davantage sédentaire? Parce que je fais fi de toute la littérature qu'il y a sur les impacts négatifs de la sédentarité sur le développement global de l'enfant, sur le développement moteur, mais il faut être conscient que le temps d'écran est associé à un temps de sédentarité. Donc, justement, les nouvelles lignes directrices sont de mouvement sur 24 heures, incluent des recommandations d'activité physique, des recommandations sur le sommeil, des recommandations de limiter le temps d'écran également, justement pour éviter et de diminuer le temps de sédentarité. Donc, c'est comme si on mentionne de passer moins de temps sur les écrans pour essayer d'être plus actif. Donc, au niveau physique et moteur, on a aussi des associations, des corrélations dans la littérature entre le temps d'écran puis l'indice de masse corporelle, la composition corporelle. Donc, les jeunes qui passent plus de temps sur les écrans, on voit un IMC qui est plus élevé dans certaines études. C'est également par le mouvement, je l'ai dit d'entrée de jeu, en bougeant, en étant actif que le jeune va se développer. Donc, en étant plus exposé au temps d'écran, en étant plus sédentaire, ce qu'on remarque, c'est plus de vulnérabilité au niveau du développement moteur de l'enfant. Et on voit aussi apparaître des troubles musculo-squelettiques, même en bas âge. Donc, on parle de douleurs aux épaules, de douleurs au cou, de troubles de posture, de troubles au niveau du tonus musculaire qui apparaissent en bas âge.
Au niveau social, on remarque aussi que le temps d'écran va affecter les compétences langagières. Donc, dans une étude, entre autres, dans laquelle les jeunes, ils ont comparé les enfants qui avaient le téléviseur ouvert pendant le temps des repas versus des jeunes chez qui le téléviseur était toujours fermé au niveau pendant les repas. Mais les compétences langagières de ceux qui avaient le téléviseur allumé étaient moins élevées que ceux chez qui le téléviseur était éteint. Est-ce que c'est l'écran ou c'est les interactions avec les parents pendant les repas qui viennent favoriser le développement du langage? Mais encore une fois, il faut toujours se poser la question. Est-ce que c'est cause à effet écran ou c'est ce que l'écran ne nous permet pas de faire, donc d'interagir davantage avec le parent? Chez les adolescents, le temps d'écran plus grand va également être associé à des symptômes dépressifs plus élevés, plus importants, et de moins grandes habiletés sociales également. Mis à part les 5 domaines du développement global que rapidement je vous ai exposés, mais le temps d'écran est également associé à de moins bonnes habitudes de vie. Donc, dans certaines études qui se sont notamment intéressées au volet alimentation, donc plus les jeunes vont avoir un temps d'écran qui est élevé, mais souvent plus la consommation d'aliments malsains va être également importante. Puis, entre autres, il y a l'exposition aux publicités qui font partie d'une des causes, mais ce n'est pas nécessairement la seule cause. Et comme on l'a vu tout à l'heure, mais le temps de sommeil est souvent considérablement réduit aussi. Donc, l'enfance, c'est une période qui est critique, entre autres, pour développer des bonnes habitudes de vie. Puis les habitudes de vie qui sont développées à l'enfance, mais c'est souvent celles qui vont tendre à perdurer à l'âge adulte également. Donc, prendre en considération les effets que ça peut avoir à plus long terme. Donc, oui, le temps d'écran est associé à des effets négatifs sur les 5 domaines du développement global de l'enfant. Mais le portrait est beaucoup plus complexe que ça. Parce que ces études que je vous ai présentées, la majorité, souvent, ce qui vont s'intéresser, comme je mentionnais, c'était la durée, le temps d'écran, donc la recommandation qu'on a. Mais quand on se penche davantage sur les effets modérateurs, bien, on comprend que ce n'est pas nécessairement que le temps d'écran qui importe, mais c'est qu'est-ce qui est fait, avec qui on le fait, puis comment également. Donc, entre autres, au niveau du temps de visionnement à de la télévision, si l'enfant visionne la télévision seul, on va avoir des résultats ou des impacts qui sont complètement différents que si le contenu a été visionné avec un parent et qu'il y a eu, entre autres, par exemple, des échanges sur ce qu'ils ont visionné. Donc, au niveau du développement de la littératie, le fait de co-visionner avec le parent et d'avoir des échanges a des effets positifs sur le développement de la littératie versus les autres leçons dans lesquelles on voit des effets plutôt négatifs. Le contenu également de ce qui est visionné, consulté ou autre va avoir également des répercussions différentes. Si on prend les jeux vidéo, notamment, dans les jeux vidéo, il y a une catégorie qui s'appelle le jeu sérieux. Donc, le jeu cognitif que je vous parlais tout à l'heure, c'est dans la catégorie des jeux sérieux, donc qui ne sert pas nécessairement à divertir, mais à un autre but, dans ce cas-ci, dans des jeux qui ont été conçus pour développer la numératie. Donc, l'utilisation de ces jeux-là est associée avec une augmentation de l'apprentissage de la numératie. Donc, ça peut avoir des effets bénéfiques d'utiliser des applications, des outils pédagogiques qui sont sur médias informatiques pour aller en tirer des bénéfices. L'utilisation des outils technologiques va aussi amener le développement justement de la littératie numérique. Donc, certains se sont intéressés aux différents aspects de la littératie numérique, comment les développer. Puis, il faut y être exposé, mais y être exposé de façon adaptée, à des âges adaptés aussi pour développer les bonnes compétences au bon moment. Donc, si on s'intéresse davantage aux tout petits, c'est sûr que chez nos 0-2 ans, où est-ce que c'est 0 temps d'écran,
pas le moment de développer la littératie numérique. Donc, souvent, plus le jeune va avancer, c'est là où est-ce qu'on veut forger davantage son esprit critique, son esprit d'analyse, puis c'est des choses qui peuvent se travailler, mais souvent en augmentant en âge. Et l'écran ou les outils informatiques, la tablette, entre autres, a été vu dans certains cas où est-ce que c'est le contraire qu'on observe, ce n'est pas une diminution, une altération des fonctions exécutives, mais plutôt une amélioration de la mémoire de travail, de l'inhibition, de la flexibilité mentale, entre autres, notamment dans une étude où est-ce que, excusez, dans une étude où est-ce que le parent utilisait la tablette pour regarder des photos, entre autres, de la famille avec les enfants et de discuter de ces moments-là avec le jeune également. On avait des aspects qui étaient positifs. Donc, il faut le prendre en considération comme étant un sujet, oui, qui est complexe, qui va au-delà du temps d'écran, mais dans lequel il faut poser aussi une intention. Donc, pourquoi on utilise les médias, pourquoi on utilise les outils numériques et dans quelle optique? Donc, l'objectif, c'est d'essayer de trouver un certain équilibre, justement, une utilisation qui est équilibrée, une utilisation qui est responsable des outils numériques. Donc, un des premiers aspects, oui, on parle de limiter le temps d'écran. Donc, oui, il y a des recommandations au niveau du temps d'écran, d'être conscient de c'est quoi le temps d'écran de l'enfant, c'est quoi le temps d'écran à lequel on expose les enfants dans notre milieu, parce qu'on peut se poser la question comme étant un parent, mais on peut se poser la question comme professionnel aussi. Donc, professionnel, si je suis dans un CPE, si je suis enseignant au primaire, si je suis enseignant au secondaire, est-ce que j'utilise les outils numériques avec les enfants? Je l'utilise à quelle durée? Je l'utilise dans quel but aussi? Puis, est-ce qu'il y a des alternatives? Donc, et ce que j'en fais, est-ce que c'est la meilleure utilisation possible? Donc, un peu comme les questions qu'on s'est posées pour le jeu cognitif. Est-ce que notre intervention est adéquate ou elle ne l'est pas? Donc, une première prise de conscience pour voir est-ce qu'on ajoute des minutes de qualité ou non. Donc, souvent, on va parler de favoriser une utilisation en pleine conscience chez les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une utilisation en pleine conscience? C'est tout le contraire, souvent, de ce qu'on va faire quand on est sur des vidéos, TikTok ou autres, et dans lesquelles on part dans un flux dans lequel on scrolle, on scrolle, on scrolle, sans nécessairement avoir d'intention derrière. Donc, l'objectif, c'est de viser du contenu de qualité pour justement de qualité, puis adapté à l'âge des enfants aussi. L'autre aspect qui est super important, c'est de venir favoriser l'interaction sociale. Donc, c'est ce qui ressort dans la majorité des papiers, c'est que si le jeune va visionner, va utiliser du contenu seul, sans interaction, les effets vont être beaucoup plus négatifs que si on va ajouter une composante sociale d'interaction, de collaboration, et finalement, arriver à promouvoir la littératie numérique dans nos milieux, en fonction de l'âge des enfants. Et là, mon but n'était pas de vous assommer avec cette slide-là, mais en fait, c'est une étude que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement. C'est mon dada, là, ces temps-ci, les études d'équations structurelles. Mais bref, je vais venir vous la simplifier, vous allez voir, c'est hyper simple à comprendre. C'est une étude dans laquelle il y avait 1403 enfants qui étaient longitudinales. Donc, on a pris des mesures lorsque les enfants avaient 6 ans, 8 ans, 10 ans et 14 ans. Les mesures qui ont été prises, c'est sur 3 classes de variables. Donc, la première, c'est le temps d'écran. Donc, on a mesuré le temps d'écran à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 14 ans. Ensuite, on a regardé également sur le niveau d'activité physique des enfants. Quel niveau, quelle intensité, quelle durée à basse intensité, moyenne, etc. Et des données aussi au niveau de l'IMC des jeunes. Et ce qu'on cherche à faire par ces équations structurelles, c'est d'établir c'est quoi les liens, c'est quoi les corrélations, et c'est quoi les causes à effet. Donc, ce qui a été ressorti, c'est que chez les jeunes, le temps d'écran va influencer négativement la durée ou le niveau d'activité physique des jeunes. Donc, si un jeune passe plus de temps devant son écran, il va passer moins de temps à être physiquement actif. Et ça, à 6 ans. Le temps d'écran et le niveau d'activité physique chez nos plus jeunes, donc par exemple à 6 ans,
va influencer beaucoup le niveau d'activité physique plus tard dans sa vie, notamment quand il va être adolescent. Puis hier, justement, je discutais avec Mme Suzanne Gravel qui est ici. On parlait du niveau d'activité physique chez les enfants, en fait, de l'activité physique quand ils ont 6 ans. Entre autres, dans notre discussion, on parlait du plaisir de bouger. On parlait de l'importance que ça a chez nos plus petits, chez nos plus jeunes, d'inculquer le plaisir du mouvement, le plaisir d'être actif, le plaisir de bouger. Parce qu'il y en a qui, déjà même à 6 ans, vont déjà se sentir pas compétents au niveau de l'activité physique. Je vous ai parlé de la littératie numérique. Là, je vais vous parler un peu de la littératie physique. Donc, la littératie physique, c'est d'être confiant en nos capacités, en nos compétences de bouger. Donc, on va faire du badminton. Je me sens suffisamment bonne au badminton pour être capable d'en jouer. Je me sens confiante. Donc, c'est d'avoir la confiance puis d'avoir la motivation aussi. Donc, chez nos jeunes, finalement, ben, on veut inculquer ce plaisir de bouger-là le plus tôt possible. Puis, le fait qu'ils soient actifs plus jeunes, on va avoir des jeunes qui vont pratiquer plus d'activité physique à 14 ans. Et qu'est-ce qui se passe à 14 ans? Le lien, c'est l'inverse. C'est que nos ados qui bougent plus vont avoir tendance à passer un peu moins de temps sur leurs écrans. Donc, agir tôt, le plus tôt possible, pour, oui, diminuer les temps d'écran, mais j'aurais le goût d'aller vers un message qui est un peu plus positif, parce qu'on sait que quand on est dans le négatif, dans la restriction, ça donne tout le temps un peu l'effet inverse. Je vous donne un exemple avec l'alimentation. Peut-être parmi vous qui ont voulu se lancer éventuellement dans une diète ou de manger moins de sucre, manger moins de pain, manger moins de pâtes ou manger moins de patates, peu importe. Mais l'effet que ça fait sur le cerveau quand on s'impose une restriction, ça fait l'effet inverse. Donc, ça crée un sentiment qui fait en sorte qu'on pense pratiquement juste à ça. Et l'effet que ça va donner, c'est qu'on va en manger plus au final du sucre ou des patates. Donc, l'effet aussi avec les écrans, de juste fixer des conséquences ou de fixer des restrictions sur le temps d'écran, on est encore dans la partie négative. Donc, est-ce qu'on peut, au contraire, viser à favoriser davantage de temps actif, de récompenser le temps actif, de trouver des solutions pour que les jeunes aiment ça? Puis, souvent, ben, un jeune qui n'a pas d'écran, on enlève les écrans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'ennuyer. Pas mal d'accord avec moi que les premières minutes, il va peut-être avoir une petite angoisse, un petit ennui. L'ennui est important au développement de l'enfant. C'est important de s'ennuyer. Donc, c'est en s'ennuyant qu'on trouve des idées créatives, parfois, qui vont faire en sorte qu'on va avoir le goût, chez les plus jeunes, de bouger ou de se lancer dans des jeux. Donc, j'étais dans une école en Outaouais, il y a 2 semaines. Je parlais avec une enseignante chez qui, justement, on veut mettre plus de jeux libres. Puis on intègre du matériel, en fait. Là, on fait un projet avec eux dans lequel on amène des matériaux recyclés, des bouts de PVC, des morceaux de recyclage, des bois, des rouleaux d'essuie-tout qu'on met à disposition des jeunes, puis on regarde qu'est-ce qu'ils font. On regarde est-ce qu'ils se mettent à coopérer, est-ce qu'ils socialisent, est-ce qu'ils jouent davantage, est-ce qu'ils bougent davantage. Donc, l'objectif, justement, de les amener vers cette créativité-là. Et ce que ça fait, généralement, dans les premières minutes qu'on discute du projet, il y a tout le temps un enthousiasme. C'est comme, oh oui, c'est parfait, il y a un aspect de développement durable, on vise à faire bouger plus les jeunes, j'embarque. Et là, quand on leur dit, OK, mais on va leur donner une trentaine de minutes, on va juste se retirer, on va regarder qu'est-ce qui se passe, c'est ça la première fois. Après ça, on va agir différemment, mais on veut juste regarder il se passe quoi première fois. Et là, c'est l'anxiété qui embarque. Donc, il y avait l'enthousiasme de participer au projet, et là, c'est comme, ouais, mais là, non, c'est pas possible, ils feront rien. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave s'ils font rien? Est-ce que c'est grave s'ils s'ennuient? Est-ce qu'on peut se servir de cet ennui-là pour prendre une réflexion par la suite? Donc, je pense qu'il faut aussi être capable de dealer un petit peu avec, des fois, l'inconfort que ça l'apporte, une petite anxiété que ça va l'apporter. Parce que oui, ça peut paraître rassurant d'être sur un écran. On a un sentiment, parfois, justement, les jeunes vont le prendre en disant ça me détend le soir avant de me coucher, c'est ce que Félix nous disait tout à l'heure. Mais les études nous disent le contraire. Donc, le temps d'écran
plus il est grand, mais plus ça crée de l'anxiété, plus ça crée des symptômes qui sont dépressifs. Donc, des fois, on peut faire le test de dire oui, mais c'est pas grave de s'ennuyer, puis de se conforter aussi comme parent ou comme professionnel, peu importe, de dire ben, on se laisse ce temps-là, cet espace-là, pour lui permettre d'utiliser sa créativité, puis de se mettre en mouvement. Parce que si on prend les tout petits, si on les met dans un espace vide, qui n'a absolument rien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire selon vous? Ils vont partir à courir. Ils vont bouger. On peut-tu les laisser bouger? Donc, c'est un peu le message, c'est que oui, cibler, de limiter le temps d'écran, c'est une chose, mais donner un espace et un temps pour que l'enfant soit un enfant, qu'un enfant qui a envie de bouger, puis qu'il ait du plaisir à le faire aussi, sans que ce soit encadré, sans que ce soit contraignant, sans qu'il y ait un- un podium sur lequel il y en a un qui gagne puis il y en a un qui perd, mais qu'il y ait du plaisir ensemble à pouvoir bouger pour bien se développer. Donc, je pense qu'il faut jouer sur les deux échelles. Parce qu'on est confronté au fait que le numérique, il est là, puis il est là pour rester. Il y en a beaucoup, il faut continuer d'en avoir beaucoup. Il faut restreindre, oui, parce qu'il y a des conséquences au niveau du développement. Donc, mettre des règles claires, je pense que oui, mais au-delà de juste être dans la restriction, je pense qu'on peut aussi, comme adulte, peut-être essayer d'être un peu dans cet inconfort-là pour faire en sorte que nos jeunes bougent plus jeunes, qui va avoir un impact plus tard du fait qu'ils vont possiblement utiliser un peu moins les écrans. Peut-être facile à dire, pas si facile que ça à mettre en application, mais du moins d'être conscient que c'est interrelié et qu'un peut avoir un effet sur l'autre. C'est déjà une prise de conscience à se poser. Donc, c'est un peu ce que je vous mentionnais. Moins il va y avoir soit moins d'écran, plus d'éveil. Donc, le jeune, l'enfant, s'il n'y a pas d'écran, de sollicitation, ben, il va se créer un monde, il va finir par bouger, par interagir avec les autres. Donc, de se laisser cet espace-là, lui laisser cet espace-là, ben, c'est lui faire un cadeau. Une autre chose aussi qui ne va pas nécessairement dans la restriction, on en a parlé tout à l'heure, puis je pense que c'est important qu'on en parle, c'est justement le fait d'être un bon modèle. Donc, oui, de mettre des règles, oui, d'enlever, oui, de faire en sorte qu'on limite le temps d'écran. On s'assure que c'est du contenu de qualité, mais je pense qu'un des signes les plus forts ou des preuves qu'on peut faire qui sont les plus probantes, c'est soi-même être un bon modèle. Donc, c'est quoi la technoférence? En fait, c'est lorsque le parent est absorbé par son écran en contact de ses enfants. Et il y a certaines statistiques par rapport à la technoférence, entre autres, qui ont été faits chez des parents qui avaient un nourrisson. Donc, c'est en moyenne, en fait, ça variait. En moyenne à 27 %, mais ça allait jusqu'à 75 % des parents qui utilisaient leur téléphone. En fait, pas, excusez-moi, rewind, on recommence. Donc, les parents qui avaient un nourrisson passaient en moyenne 27 % du temps sur leur téléphone en présence de leur nourrisson et ça allait jusqu'à 75 % du temps qui étaient sur leur téléphone au lieu d'être en train de s'occuper ou d'être attentif à l'enfant. C'est quoi les conséquences de la technoférence? Il y en a plusieurs. En fait, les études montrent que ça peut nuire au développement du langage, pas du parent, de l'enfant. Non, mais donc, le fait que le parent soit sur le téléphone, ben, c'est du temps moins de qualité à interagir, entre autres, avec son enfant. Il y a également des études qui vont parler qu'il y a un lien plus faible d'attachement entre le parent et son enfant, qui peuvent avoir des conséquences au niveau de l'estime du jeune. On voit des problèmes au niveau dépressif, au niveau anxieux chez les adolescents, lorsque les parents passaient plus de temps sur leur téléphone plus jeune, donc des problèmes de santé mentale qui en sortent aussi. Donc ça aussi, c'est d'en prendre conscience, comme parent, comme professionnel, du modèle qu'on a. Donc ça peut être une solution ou du moins une cible d'intervention. Et là, on va casser le rythme un peu, on va se réveiller un peu. C'est une journée où on est beaucoup sédentaire et sur écran, donc pourquoi pas se réveiller un petit peu puis bouger. Donc, Carl va nous mettre la vidéo 1 et on va utiliser Cogniactif pour faire une petite pause active ensemble. Donc,
ceux qui sont ici, on se lève debout, on va faire la pause active. Puis ceux qui sont à la maison, je vous encourage fortement à le faire également. Donc, à vous lever et à faire les mouvements qui vont être présentés par les avatars. Donc, je vous ai fait fi aujourd'hui, là, je ne ferai pas réviser de mathématiques et de français, on va y aller plus léger. Là. Vous avez déjà beaucoup de choses en tête dans votre journée, donc on va y aller seulement en pause active. On peut appuyer sur play. Squat isométrique. ABCD. Coup de genou. Le flamant rose. Boxe. Les pas chassés. Corde à danser. Solo de guitare. Mathieu, quand qui travaille avec moi, est très perfectionniste. Donc, je pense que quand j'avais demandé une vidéo, il s'est assuré d'avoir la vidéo parfaite parce qu'il avait déjà cumulé beaucoup de minutes d'activité physique dans sa journée. Il avait 13 minutes. Donc, l'objectif du jeu, c'est de cumuler 10 minutes d'activité physique. Donc, vous pouvez ou rester debout. Hein. Parfois, ça fait du bien d'être debout, il n'y a aucun problème. Mais donc, l'objectif, c'est de cumuler 10 minutes. Donc, on ne change pas nécessairement. On n'est pas l'unique solution. Donc, le but, c'est de cumuler un peu de minutes d'activité physique supplémentaire, de donner envie de bouger plus aussi. C'est souvent ce qu'ils nous mentionnent, c'est que ça leur donne des idées. Donc, dans les études qu'on a faites, ils mentionnaient que suite au programme cognitif ou au jeu, ils bougeaient plus aussi à la maison. On est en train de le mesurer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un changement? Donc, en fait, est-ce que ces 10 minutes-là qui sont plus actifs pendant, est-ce que c'est 10 minutes qu'on ajoute réellement? Ou c'est 10 minutes qu'on aurait fait ailleurs autrement? Et que finalement, on n'ajoute pas grand-chose. Donc, dans la question de est-ce qu'on utilise le bon outil? Est-ce que l'outil est réellement efficace? Bien, on est consciencieux d'aller le mesurer. Donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat de faire bouger davantage les jeunes en classe? Donc, on a une étude en cours présentement, mais dans les collectes de données précédemment, excusez, les collectes de données qu'on a fait précédemment, on observait une diminution des symptômes d'inattention puis des symptômes d'hyperactivité chez les enfants, indépendamment du fait qu'il y a un diagnostic de TDAH ou non. Et ça corroborait avec ce que les enseignantes nous disaient, c'est que ça crée une fenêtre d'opportunité dans laquelle une période, voire 2 périodes après, les enfants sont plus réceptifs. Donc, oui, ça leur permet de travailler différemment, donc d'apprendre en bougeant, de créer des ancrages. Je ne vous ai pas fait faire de mathématiques, mais normalement de réviser, entre autres, les tables de mathématiques autrement. Mais le plus grand avantage, je pense, c'est plus dans le après. Donc, c'est la fenêtre que ça a à laquelle on a un climat qui est plus propice aux apprentissages.
Donc, oui, on utilise un écran. Est-ce qu'on contrebalance? On continue d'aller chercher des données, mais j'ose croire qu'on apporte du positif en utilisant un écran, en amenant des minutes actives et des minutes d'apprentissage qui sont différentes aussi. Je voulais vous faire bouger aussi pour vous réveiller un petit peu, parce que là, je vais vous faire travailler vous. Là, c'est nous qui travaillons, c'est moi qui parle, mais je souhaite que est-ce qu'on peut venir à la présentation, s'il vous plaît, Carl? C'est le PDF. Parfait. Donc, je souhaite vous faire travailler un petit peu parce que je pense que c'est collectivement qu'on peut trouver la solution. Puis la solution, il n'y en aura pas juste une. En fait, ça serait le fun qu'il y en ait une recette miracle de comment le limiter, le temps d'écran, comment s'assurer que le contenu qu'on offre aux jeunes, c'est du contenu de qualité. Mais ça n'existe pas, une recette universelle ou une recette miracle. Je pense que la réponse est un peu dans chacun de nous, dans chacun de vous, puis je pense que c'est tout le monde ensemble, collectivement, en étant conscient de l'enjeu qu'il faut préparer nos jeunes au monde d'aujourd'hui, qui est un monde numérique. On veut en faire des jeunes qui sont habilités à bien naviguer dans ce monde numérique-là, mais qu'on est conscient aussi des répercussions que ça peut avoir sur le développement de l'enfant, d'en faire trop ou d'en faire de façon inadaptée pour l'âge. Donc, ce que je vous propose pour les prochaines minutes, c'est qu'individuellement, réfléchir à une action que vous pourriez faire, soit dans votre milieu de travail, soit à la maison, pour avoir un impact. Un impact sur soit améliorer la littératie numérique, ou soit pour venir diminuer les impacts négatifs des écrans. Donc, je vous laisse faire cette introspection-là. On se laisse une petite minute, puis après ça, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait 2-3 minutes d'échange ensemble. Donc, si on peut ouvrir un peu la lumière aussi, puis vous pourrez vous mettre debout pour en discuter. Donc, je vous laisse y réfléchir. Dans une minute, on en discute en petits groupes. Donc, je vous invite à vous regrouper, vous lever debout, peu importe. On prend 2-3 minutes. Je pense qu'il nous reste 5 minutes. Donc, avant la période des questions, 2-3-4 minutes là, pour échanger entre vous. Ce serait quoi les solutions que vous seriez prêts, que vous pouvez mettre en place dans votre milieu, dans votre famille? Donc, je vous laisse le temps d'échanger. Par souci de respect du temps de la présentation, je vais vous inviter à arrêter vos discussions. On va faire un petit retour en groupe ensemble, mais je vous encourage fortement à poursuivre ces discussions-là à la pause ou sur l'heure du dîner parce que je pense que justement, c'est en réfléchissant, en discutant ensemble qu'on peut arriver à identifier des solutions qui sont concrètes, qui ne vont pas nécessairement tout changer, mais un petit geste à la fois qui peut avoir des effets positifs dans vos milieux, dans vos familles. J'aimerais savoir peut-être 1, 2 partages des choses qui ont été discutées dans vos groupes. Y en a-tu qui avaient des idées qui voudraient nous les partager? Silence radio, la gêne est présente. Oui? Moi, je pourrais en partager une. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un dans la salle, puis ensuite, on prendra le commentaire en ligne. Oui, merci. Donc, est-ce que... Oui. Oui. C'est moi qui commençais ou la personne dans la salle? Est-ce que c'est possible d'aller au micro pour que les gens vous entendent en ligne également? Oui, c'est impossible. Merci de casser la glace. Merci, oui. Ça marche-tu? Oui? Non? Oui, OK. Oui, OK. En fait, ce qu'on apportait, c'est qu'on met beaucoup d'actions. Mettons, dans nos familles, pas d'écran pendant les repas. Ben, chez nous, il n'y a pas d'écran la semaine tout court. Mais parfois, mettons, ça m'arrive, puis mon chum aussi, pendant qu'on est en train de lire l'histoire. Mettons, mon chum lit l'histoire aux enfants. Moi, je vais répondre à un courriel, je vais répondre à un message. Fait que comment qu'on peut donner l'exemple pour justement, s'il n'y a pas de temps d'écran la semaine, ben, on ne le fait pas non plus. On le fera quand les enfants seront couchés parce que parfois, c'est pour notre travail. Ma collègue, elle disait des fois, mon chum, c'est dans son implication un peu plus militante. Mais en même temps, pour les enfants, ça ne fait pas de différence. C'est un temps d'écran. Donc, c'est comment qu'on peut définir justement nos actions en fonction de ce qu'on demande ou de ce qu'on essaie de faire. C'est excellent. Puis oui, merci. C'est justement de mettre des règles, mais de les respecter nous-mêmes aussi.
justement, quand on parlait de pleine conscience aussi, mais d'être pleinement conscient de ce qu'on est en train de faire. Donc, pleinement conscient quand on est avec nos enfants, d'être pleinement là. Puis, éventuellement, mais quand c'est du moment de temps d'écran qui fait partie des règles, ben, d'être pleinement aussi dans l'activité de l'écran et non pas d'être dans du multitâche. Donc, c'est un apprentissage aussi à faire comme, à soi comme adulte. Est-ce qu'il y aura une dernière intervention? Je pense qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole. Oui. Donc, on a M. Benoît Gauthier. Donc, il y a quelqu'un dans mon équipe qui disait qu'elle était formatrice. Hey, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, on a eu à peine le temps de se présenter, mais elle était formatrice auprès d'intervenantes en périnatalité. Et ce qu'elle disait, c'est qu'elle pouvait intégrer des notions sur l'usage équilibré dans ses formations pour qu'ensuite les intervenantes sur le terrain puissent intégrer ça aux notions de base qu'ils transmettent aux parents. Donc, c'est l'idée que les intervenantes qui sont en contact avec une certaine partie des parents, en tout cas du moins, puissent transmettre au moins des notions de base sur l'usage équilibré des écrans dès les plus jeunes âges. Ouais. Oui, c'est une excellente idée. Puis merci du partage. Puis je conclurai possiblement avec ça aussi. Ça fait partie aussi de l'éducation. Puis de ne pas se sermonner non plus. Tu sais, je pense qu'on a déjà beaucoup de stress dans nos vies, là. Donc, d'être bienveillant, mais d'arriver à faire de l'éducation sur s'assurer de la bonne compréhension, tu sais, d'avoir les bonnes perceptions, les mêmes bases aussi. Donc, je pense que ça passe en partie par l'éducation, mais de le faire de façon bienveillante et non pas en imposant un stress supplémentaire dans nos vies qui sont déjà bien remplies, bien chargées. Donc, je pense qu'un petit pas, mais c'est déjà un pas de plus. Je pense que c'est vers là qu'on doit aller. Donc, je vous remercie de votre attention. Puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, besoin des références, des documents ou autres, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup.